Je m'appelle Olivier Kéroufi-Andriot et j'ai réalisé une thèse en sciences de l'éducation et de la formation au sein du laboratoire CIREL de l'Université de Lille. Actuellement, plus de 300 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans le milieu scolaire dit ordinaire. Et l'inclusion scolaire se définit comme la transformation de l'école qui vise à scolariser tous les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. Le ministère de l'Éducation nationale valorise les relations entre enseignants et professionnels du secteur médico-social car l'inclusion se définit comme un travail collectif entre accompagnants pour que l'inclusion réussisse. Pour autant, ce travail collectif entre acteurs scolaires et non scolaires relève d'un défi car il ne suffit pas de mettre les gens ensemble pour qu'ils travaillent ensemble pour qu'une inclusion réussisse. Je cherche à mieux comprendre la dimension qualitative de l'inclusion, autrement dit à mieux comprendre comment et pourquoi la dimension collective du travail peut permettre à une inclusion d'être efficace. Je suis parti du postulat que la dimension collective de l'inclusion scolaire peut être considérée comme une ressource ou un obstacle pour qu'un enfant en situation de handicap participe à la vie sociale et scolaire. J'ai alors émis l'hypothèse que les dimensions cachées de l'activité de travail des uns et des autres, que l'on peut considérer comme ce qui n'est pas dit ni montré quand on inclut un enfant en situation de handicap, permettent de réguler la construction d'un travail collectif. On peut par exemple citer le fait de sélectionner tel enseignant plutôt qu'un autre, telle école plutôt qu'une autre, sans que cela ne soit dit officiellement. Il semble exister dans cette perspective une créativité de l'agir collectif qui fait qu'une inclusion peut être efficace. Par créativité, on entend les tout petits riens, les trouvailles, les différentes manières de faire pour inclure, tout en se reconnaissant dans ce que l'on fait. Et l'agir collectif, c'est la possibilité de construire collectivement une inclusion en transformant des contraintes en ressources pour faire face aux situations réelles d'inclusion. Pour la recherche, j'ai mobilisé 5 études de cas, une en école maternelle, une en école élémentaire, 2 au collège et une au lycée, dans le but d'étudier en profondeur l'inclusion de 5 élèves. Un enfant qui a un handicap intellectuel, une enfant qui a des troubles du comportement et de la conduite et 3 adolescentes qui ont des troubles des apprentissages. J'ai construit un cas pour chaque situation d'inclusion que j'ai explorée à l'aide d'entretiens, d'observations de terrain, de recueil de documents institutionnels, professionnels et personnels. Puis en comparant ces cas, j'ai mis en évidence ce qui contribuait à la construction d'un travail collectif efficace entre acteurs scolaires et non scolaires. Mes résultats montrent qu'il existe plusieurs manières d'inclure un enfant en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire et que ces différentes manières de faire l'inclusion dépendent toujours du contexte dans lequel sont pris les acteurs scolaires et non scolaires. Par exemple, une adolescente est orientée vers le milieu spécialisé pour bénéficier des ressources d'une structure médico-sociale, car le collectif estime que ces ressources ne sont pas disponibles dans le milieu scolaire ordinaire. Pour autant, elle reste scolarisée dans ce même milieu scolaire dit ordinaire. Les acteurs de ce collectif ont négocié ensemble cette inclusion pour lui permettre de bénéficier de ressources supplémentaires et ils ont, à cette occasion, produit de nouvelles règles inclusives pour que l'inclusion soit efficace. Donc, plus l'inclusion est négociée collectivement, plus les acteurs scolaires et non scolaires se montrent créatifs pour inclure. Mes résultats permettent ainsi de mieux comprendre l'apparition de conditions favorables pour inclure un enfant en situation de handicap et aussi de proposer des perspectives pour repenser la formation des enseignants français en matière d'inclusion. Pour conclure, l'inclusion scolaire ne peut pas s'évaluer uniquement par le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés dans le système éducatif français, il est indispensable de prendre en compte également la qualité des inclusions. L'inclusion représente un enjeu majeur pour les professionnels du milieu scolaire et non scolaire et elle doit se construire collectivement. Mieux comprendre les ressorts de cette construction collective permettra une meilleure inclusion des enfants en situation de handicap et aussi une meilleure formation des enseignants et des professionnels liés à la question de l'inclusion.